Merci d'être fidèle à nos programmes. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur la Time for Africa TV. Au sommaire de cette édition, à nouveau un drame sur la route 8 jours après celui de Sikolo. Sakal a été le théâtre d'un violent accident ce lundi matin, causant ainsi 20 morts et 24 blessés. Un Ndiangadjaï est entré en collision avec un camion de transport de marchandises. Étude sur les raisons de la régression électorale de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Les jeunes cadres républicains à travers Maodo Malick Mbaye revient sans langue de bois sur les défaites cuissantes et mémorables de Benno Bokk Yakaar dans la capitale du Rail. Enfin, cérémonie de dédicace du livre Construire le Sénégal du futur. L'auteur Boubacar Camara consacre une importante partie de son œuvre à des orientations pour redresser le secteur de l'éducation. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. 8 jours après celui de Sikolo, encore un accident de la route. Selon les informations, un choc tragique s'est produit ce matin vers 5 h à hauteur de Sakal sur la route de l'axe Louga-Saint-Louis. Le bilan provisoire fait état de 20 morts et 24 blessés. Un car Ndiangadjaï de 44 passagers qui évitait Tenon est entré en collision avec un camion de transport de marchandises. Et pendant que le président de la République se désole de la situation et promet des mesures rassurantes sur la sécurité routière, le bras de fer entre l'État et les acteurs du transport continue. L'association de financement des transports urbains de Dakar a décidé à compter de ce lundi 16 janvier de hausser le prix des tickets de bus des transports urbains, une décision que le ministre tutelle ne peut avaler. Dans un communiqué, Mansour Faye a rappelé que les tarifs des transports publics routiers sont fixés par le décret numéro 2009-20 du 22 janvier 2009. A noter qu'à ce jour, aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. Comme annoncé dans le sommaire et dans le cadre d'un diagnostic pour la remobilisation et la massification, les jeunes cadres républicains ont organisé un panel portant sur une étude croisée sur les raisons de la régression de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Le responsable affaires Maodo Malick Mbaye est revenu sur les raisons de ce recul et d'après lui, la responsabilité de cette déroute électorale revient aux deux leaders que sont Macky Sall et Idrissa Seck. Au-delà des divergences, il y a un fait majeur qui s'est produit à Thiès au plan électoral. C'est la création d'une coalition élargie de la majorité à Rewmi, un parti traditionnellement détenteur du suffrage majoritairement des Thiessois. Et cette coalition était appelée Mburok Sow, du fait de la volonté du président Macky Sall d'ouvrir la majorité au président Idrissa Seck qui a accepté la main tendue. Mais vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. On ne peut pas appeler les choses par un autre nom. Et dans l'analyse, nous avons voulu être précis en disant que les deux responsables, pour nous, de cette défaite-là, c'est notre camarade président, Macky Sall, et notre frère de coalition, Idrissa Seck. Pour le premier, nous avons mené des combats épiques contre le parti Rewmi pendant 10 ans. Et nous avons su relever le score de la majorité de 7% à 41% en 10 ans. Et un bon jour, il y a une donne politique, le président décide de s'allier avec Idrissa Seck. Nous avons tous applaudi dès demain parce que nous estimons que voilà quoi, c'était de manière additionnelle une victoire assurée. Oui, je m'en suis donné vraiment avec beaucoup de volonté. Mais on a vu que là où on s'attendait à 80% des voix, nous sommes tombés à moins de 30% des voix. Restons toujours politiques dans ce journal. Les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Thiès ont dénoncé face à la presse les récentes sorties des militants et sympathisants du parti Rewmi qui estiment que leur leader, le président Idrissa Seck, doit absolument candidater à la présidentielle de 2024. Selon le porte-parole Abderrahmane Ouad, Idrissa Seck doit prendre ses responsabilités et appeler ces jeunes de son parti à la retenue. Suivez. Bépp leader boo xam ni
Pour leader qui est au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous le demandons d'être dans l'esprit de la coalition, de procéder à des consultations avant tout pour pouvoir réserver un accueil chaleureux au chef de l'État pour le prochain Conseil des ministres. Nous profitons aussi de l'occasion pour fustiger la position de certains qui estime que le président Idrissa Seck doit candidater à la prochaine présidentielle. Nous apprenons que le ministre Yankhoba Diattara est derrière cet acte. C'est pourquoi nous appelons le président Idrissa Seck lui-même à prendre ses responsabilités et dire ses 4 vérités à ses responsables, parce que ce n'est pas des conférences de presse qui porteront un candidat Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections présidentielles de 2024. L'auteur sénégalais Boubacar Camara, à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé Construire le Sénégal du futur, a répondu aux nombreuses interpellations des journalistes concernant le niveau d'industrialisation du Sénégal. Pour lui, le pays devrait s'appuyer sur ses ressources naturelles pour financer son industrie. Nous l'écoutons. Je confirme qu'un pays qui ne produit pas est un pays mort. Et le Sénégal est un pays mort. Parce que le Sénégal ne produit pas. Le Sénégal importe. S'il vous plaît, du silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Sénégal importe, on a les chiffres de la BCEAO, dépense 1000 milliards récemment pour les importations, dont les 400 milliards, c'est des produits de base, riz, sucre, farine, etc. Donc on ne peut pas avoir une économie extravertie. Et maintenant, sur quel levier? Le financement, c'est les ressources naturelles. Aucun bailleur ne te prêtera de l'argent pour développer ton industrie, ni ton agriculture, ni la pêche, ni l'élevage. Donc c'est à partir de tes ressources naturelles que tu monnaies en discutant, en mettant un schéma de battering, de troc, pour faire la transformation industrielle. Si vous ne le faites pas, c'est... Les ressources halieutiques, on arrête tous les contrats de pêche. On n'a pas besoin de contrats de pêche où il y a des retombées de 10 milliards, 20 milliards. On fait un schéma où on évalue les ressources. Vous avez le droit de pêcher pour une quantité. Une partie reste ici, une partie est transformée, une partie est exportée. Donc c'est un schéma qu'on a bien étudié. On aura l'occasion plus en détail de revenir là-dessus. Et maintenant les produits agricoles, les produits de l'élevage, les produits de l'artisanat. On aura un office sénégalais de l'artisanat avec un fonds de 350 milliards. Donc la transformation industrielle, elle est fondamentale, y compris même dans d'autres secteurs comme le tourisme, etc. Je vous remercie. Le système éducatif sénégalais vit depuis des décennies une crise multiforme, marquée notamment par des perturbations et des dysfonctionnements. Ainsi donc, pour révolutionner le système éducatif, Boubacar Camara a consacré une partie importante dans son œuvre où il donne des orientations pour redresser justement ce secteur très stratégique. L'éducation au Sénégal a une histoire. On a été colonisé, et quand on nous a colonisés, si vous faites des recherches, vous êtes des journalistes, vous allez voir que la finalité de l'éducation au Sénégal et dans les colonies, c'était d'avoir quelques commis de l'administration pour aider ceux qui administrent les colonies. Donc, ils n'ont jamais eu comme projet de former un capital humain pour développer notre pays. Aux indépendances, c'était à nous de tourner la vision et de faire en sorte qu'on ait une éducation qui serve le développement. Des efforts ont été faits dans ce sens, le système éducatif a produit, mais tant qu'on n'était pas dans des schémas où il y a beaucoup de monde, beaucoup de besoins économiques, ça pouvait ne pas se voir. C'est pour ça que nous tous, nous avons été formés et nous pensons que nous avons été bien formés. Mais il arrive un moment dans le développement d'un pays où on arrive à une limite. Et cette limite-là, quand c'est arrivé, on a essayé de rectifier avec des états généraux de l'éducation et tout, mais l'application posait problème parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et les bailleurs de fonds considèrent que l'argent que nous mettons dans l'éducation, c'est des transferts sociaux. Alors que nous devons considérer que l'argent à mettre dans l'éducation pour former le capital humain, c'est un investissement. Nous, ce que nous avons proposé,
c'est de partir des ressources naturelles que nous avons, toutes les richesses que nous avons, de faire un nantissement d'une partie de ces ressources pour lever un fonds revolving de 8 000 milliards pour la gratuité de l'éducation. Donc ça, c'est un point important. Avec tout le schéma de comment on doit l'utiliser, sur la scolarisation des filles, sur les langues nationales, sur les matières scientifiques, la formation des médecins, tout est détaillé dans le livre. En bref et en images, c'est parti pour 3 jours de grève à partir de ce mardi 17 au jeudi 19 janvier. Les travailleurs des collectivités territoriales ont décidé de renouer avec leurs anciennes pratiques. Ils exigent l'augmentation des salaires et l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement à tous les ayants droit pour l'équité et la justice sociale. Place à l'actualité internationale que nous démarrons en République démocratique du Congo. Au moins 14 morts et 63 blessés dans un attentat à la bombe contre une église. En Allemagne, la ministre de la Défense démissionne après une série de gaffes. Enfin, en Ukraine, à Dnipro, précisément au cœur des décombres, les habitants laissent éclater leur colère. En République démocratique du Congo, au moins 14 morts et 63 blessés dans un attentat à la bombe contre une église. Le drame a eu lieu dans la cour d'une église protestante à Kasindi, ville frontière avec l'Ouganda au nord Kivu. Les autorités accusent les forces démocratiques alliées ADF affiliées depuis 2019 à l'État islamique. Un dernier bilan fait état de 14 morts et 63 blessés. Dans la matinée, des centaines de fidèles étaient réunis pour les baptêmes et le culte dans la cour de cette église pentecôtiste. La bombe a explosé avant la fin du culte près des instruments de sonorisation selon plusieurs témoins. Et puis Christine Lambrecht, la ministre de la Défense allemande, a annoncé ce lundi matin 16 janvier par écrit sa démission attendue depuis plusieurs jours. Une vidéo amateur publiée par la ministre de la Défense pour le Nouvel An avait achevé de ruiner sa réputation. La ministre y paraissait dans le centre de Berlin, décoiffée par des bourrasques de vent en train d'évoquer la guerre en Ukraine entre deux explosions de pétards et des feux d'artifice particulièrement prisés des Allemands pour fêter la nouvelle année. Une guerre fait rage au milieu de l'Europe. J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières et glisser en outre la ministre au sujet de l'invasion russe, évoquant beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidable. Pour cela, je dis un grand merci. La socio-démocrate était critiquée depuis des mois pour ses bévues. Elle avait notamment annoncé l'envoi de 5000 casques quand le régime de Volodymyr Zelensky demandait des armes lourdes. Enfin, le bilan humain s'est encore alourdi à Dnipro en Ukraine au lendemain de la frappe de missiles russes qui a ravagé un immeuble résidentiel dimanche 15 janvier. On déplore 36 morts, 39 personnes ont été sauvées, 75 ont été blessées, a indiqué sur les réseaux sociaux le gouverneur régional de Dnipropetrovsk, Valentin Reginsenko. Il a précisé que le sort de 35 autres habitants de l'immeuble était encore inconnu. Le président Zelensky a déclaré que le secours travailler sa relance pour sauver des vies. Le Kremlin a nié toute frappe des forces russes sur cet immeuble. À présent, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec du basketball local et tournoi. 4 grandes dames. Ville de Dakar débute sa saison par un trophée championnat d'Afrique des Nations 2023. Les Lionceaux, après leur première victoire sur la Côte d'Ivoire, s'entraînent ce soir avec le groupe au complet. Enfin, première ligue, Pape Matar Sarr et Tottenham surclassés par Arsenal. En finale du tournoi des 4 grandes dames disputé hier au stadium Marius Ndiaye, l'AS Ville de Dakar s'est adjugé le trophée devant son rival, le Dakar University Club, 63-55. C'est une équipe du Dakar University Club composée essentiellement de juniors qui s'est présentée hier au stadium Marius Ndiaye face à l'AS Ville de Dakar, championne en titre. Dans cette finale âprement disputée, les deux formations ne sont pas fait de cadeaux. En plus de trouver, l'AS Ville de Dakar a reçu un chèque
de 300 000 francs CFA et 2 ballons. Le Duc, finaliste malheureux, a reçu une enveloppe de 200 000 francs CFA et 2 ballons. Après ce tournoi de mise en jambe, place le week-end prochain à la première journée du national en féminin. Et puis après la Côte d'Ivoire, place à la préparation pour le deuxième match du Sénégal. Le Sénégal jouera l'Ouganda ce mercredi à 19h au compte de cette deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations. Une séance d'entraînement complète au menu du programme des Lionceaux ce soir. Au lendemain de leur victoire face à la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale locale du Sénégal a tenu une séance de dégraissage. Les remplaçants et non partants lors de ce premier match se sont entraînés tandis que les titulaires ont été mis au repos. Le groupe au complet va s'entraîner cet après-midi. Les 15 premières minutes de la séance d'entraînement seront ouvertes au public. Enfin, face au séduisant Arsenal ce dimanche à l'occasion de la 20e journée de première ligue, Tottenham a reçu une leçon de football sur sa pelouse où il s'incline logiquement 0-2 malgré une première titularisation encourageante de Pape Matar Sarr. Tottenham s'incline donc sans gloire face à une très séduisante équipe d'Arsenal. Au classement, les Spurs restent à la 5e place mais voient Manchester United prendre 5 points d'avance sur avec un match en moins. De leur côté, les Gunners poursuivent leur chemin avec ce succès. Arsenal prend en effet 8 points d'avance sur Manchester United. A noter également que les Blaugrana de Xavi Hernandez ont remporté la Super Coupe d'Espagne hier à Jeddah en Arabie Saoudite. Ainsi donc prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la TINFO Africa TV. La meilleure.